Bienvenue dans votre podcast Ignis consacré aux grands armuriers qui ont marqué leur temps, l'histoire et le monde. Pour la première, direction les États-Unis d'Amérique pour pas un mais deux armuriers dont le nom vous dira sûrement quelque chose. Go ahead. Make my day. L'histoire de Smith & Wesson. Première partie. La genèse d'une légende. Well, we're not just gonna let you walk out of here. Who's we, sucker? Smith and Wesson and me. Il est des noms qui traversent l'histoire comme des balles à travers le temps, rapides, déterminants et laissant derrière eux un sillage indélébile. Smith & Wesson en fait partie. À première vue, cette association pourrait sembler n'être qu'une parmi d'autres dans l'ère prolifique du XIXe siècle, cette époque où le monde s'éveillait à la modernité comme un cow-boy découvrant une montre à gousset. Mais la vérité est que Horace Smith et Daniel B. Wesson n'ont pas simplement fondé une entreprise. Ils ont forgé une légende. Lorsque Smith, ancien armurier, rencontre Wesson, un mécanicien habile et visionnaire, le destin semblait jouer les entremetteurs. Leur collaboration naquit en 1852 en pleine ferveur industrielle alors que le siècle poussait l'humanité à innover ou à se contenter d'observer les trains passer sans jamais monter dedans. Inspirés par les travaux de Samuel Colt, les deux hommes avaient une ambition plus grande, créer une arme qui marierait précision, fiabilité et une certaine élégance. Une arme qui serait aussi à l'aise dans la poche d'un shérif que dans celle d'un gentleman. Smith & Wesson ne tardèrent pas à mettre au point leur première grande innovation, le revolver à cartouche métallique. Ce concept, qui pourrait sembler anodin à l'ère des fusées recyclables, fut alors une révolution aussi spectaculaire que l'invention de la locomotive à vapeur dans l'histoire de ce siècle et des suivants. Car dans une époque où recharger une arme était souvent plus long qu'un voyage en diligence, cette avance représentait une véritable déclaration d'indépendance technique. Smith & Wesson ne s'arrêtèrent pas là. Leur impact allait bien au-delà des plaines poussiéreuses de l'Ouest américain. Leurs armes équipèrent des explorateurs, des soldats et des aventuriers aux quatre coins du globe. Leur célèbre modèle numéro 3, également connu sous le nom de Sheffield, fut adopté par l'armée américaine dans les années 1870, apportant une touche de modernité au conflit qui semblait appartenir à un autre âge. Et pourtant, malgré leur utilité évidente, les armes Smith & Wesson ne se contentaient pas de tuer, elles racontaient des histoires. Elles furent l'extension de bras légendaires comme ceux de Wyatt Earp ou de Jesse James qui les utilisa pour un usage, disons, moins légal. D'une certaine manière, ces revolvers participèrent à la construction de la mythologie américaine au même titre que les pionniers, les trains à vapeur et le rêve américain. Pour comprendre pleinement l'essor de Smith & Wesson, il faut se replonger dans le XIXe siècle, ce chaudron bouillonnant où l'innovation semblait une seconde nature. C'était l'époque où les grandes idées naissaient dans des ateliers enfumés et où la modernité s'implantait à coups de brevets et de pistons. Dans un tel contexte, l'arme à feu n'était pas qu'un outil, mais un symbole. Elle incarnait la conquête, la sécurité et parfois l'émancipation. Les guerres de l'époque, qu'elles soient civiles ou coloniales, firent des armes à feu un outil indispensable, tout comme les journaux firent des héros et des hors-la-loi des célébrités de papier. Dans cette symbiose entre technique et storytelling, Smith & Wesson devinrent des acteurs majeurs. Ils ne vendaient pas seulement des revolvers, ils offraient une promesse, celle de survivre, de triompher et, si possible, d'avoir du style en le faisant.
Mais l'histoire de Smith & Wesson ne s'arrête pas aux champs de bataille et aux duels au soleil couchant qui furent assez rares, soit dit en passant. Leurs armes s'infiltrèrent dans la culture populaire et ce dès l'époque où la photographie commençait à immortaliser les visages burinés de leurs propriétaires. Aujourd'hui, un revolver Smith & Wesson est aussi reconnaissable dans un film de Clint Eastwood que le sourire en coin de l'acteur lui-même. Leurs créations ne sont pas seulement des outils de précision, mais des symboles puissants. À travers les décennies, ils ont inspiré des écrivains, des cinéastes et même des musiciens. Et si elles ont parfois été le sujet de débats moraux houleux, il est indéniable que leur place dans l'histoire est aussi inébranlable qu'une enclume dans un atelier. Smith & Wesson, c'est l'histoire d'une petite entreprise qui a tiré plus haut que ses ambitions initiales. Ils ne se sont pas contentés d'améliorer une technologie, ils ont redéfini un symbole, et dans un monde où chaque époque a ses figures de proue, le revolver reste des témoins silencieux mais éloquents d'un temps où la mécanique et le destin semblaient danser main dans la main. Alors pour la première plongée dans l'histoire des légendes de l'armement, laissez-moi vous raconter l'histoire de Horace Smith et Daniel B. Wesson. Horace Smith, l'ingénieur pragmatique. L'histoire des grands inventeurs oscille souvent entre le génie et la persévérance, entre l'éclair de l'idée brillante et la patience infinie nécessaire pour la concrétiser. Horace Smith, cofondateur de Smith & Wesson, appartenait sans conteste à la seconde catégorie. Moins flamboyant que certains de ses contemporains, il n'en était pas moins un homme dont la mécanique coulait dans les veines et dont le pragmatisme s'avérait aussi brillant que le canon d'un revolver fraîchement usiné. Horace Smith est né le 28 octobre 1808 à Cheshire, dans le Connecticut, un État qui, à l'époque, était déjà une pépinière d'innovateurs. C'est là, au cœur de la Nouvelle-Angleterre, que se développa une industrie manufacturière florissante où l'on forgeait aussi bien des outils que des esprits techniques. Le jeune Horace grandit dans cet environnement propice, absorbant l'ingéniosité ambiante comme une éponge. Son enfance, bien que peu documentée, se déroula dans un monde en pleine mutation. À cette époque, l'Amérique s'industrialisait à grande vitesse et ceux qui savaient manipuler le métal et comprendre les rouages d'une machine avaient plus de chances de réussir que ceux qui comptaient sur les arts libéraux pour gagner leur croûte. Smith tourna donc naturellement vers l'ingénierie et la mécanique, une décision qui devait autant à son intelligence pratique qu'à l'esprit du temps. À une époque où l'on commençait à comprendre que l'avenir appartenait aux mécaniciens et non plus aux seuls philosophes, il choisit la voie des outils et des machines. Comme tout born autodidacte du XIXe siècle, Smith ne perdit pas de temps dans des considérations abstraites. Il se forma sur le terrain, apprenant à manier les métaux, à concevoir des pièces précises et à résoudre des problèmes mécaniques avec l'efficacité d'un horloger suisse. Il passa ses jeunes années à travailler dans diverses manufactures, peaufinant ses compétences au sein de l'industrie de l'armement qui prenait son essor dans le Connecticut. Il fit notamment ses armes dans l'entreprise de la famille Robbins & Lawrence qui développait alors des techniques novatrices pour la fabrication d'armes à feu. C'est là qu'il apprit les principes de la production industrielle et de l'interchangeabilité des pièces, une révolution qui allait marquer l'armement moderne et faciliter considérablement la vie de ceux qui devaient réparer un revolver sous le feu de l'ennemi. Smith n'était pas un inventeur solitaire rêvant de concepts révolutionnaires dans un grenier encombré. Il était méthodique, préférant perfectionner les idées existantes plutôt que de se lancer dans des spéculations hasardeuses. Son approche consistait à observer, analyser et améliorer. Il ne cherchait pas à réinventer la roue, mais à s'assurer qu'elle tourne parfaitement, sans grincer. Contrairement à d'autres figures de l'époque, Smith n'était pas un homme de grande éloquence ou de charisme flamboyant.
Il laissait les discours aux politiciens et aux vendeurs de potions miracles. Son langage était celui des mécanismes bien huilés et des brevets déposés avec soin. C'est ce pragmatisme qui lui permettra de s'associer à Daniel B. Wesson, un homme plus jeune mais tout aussi passionné par la mécanique de précision. Leur rencontre ne fut pas le fruit du hasard, mais celui d'une volonté commune de repousser les limites de la technologie des armes à feu. Ensemble, ils allaient révolutionner l'industrie avec des idées simples mais efficaces. Horace Smith n'était pas un coureur de gloire, il se souciait peu de son nom dans les livres d'histoire, si l'on en croit les témoignages de ses descendants. Ce qui l'intéressait, c'était que ses inventions fonctionnent, qu'elles soient fiables et qu'elles répondent aux besoins de ceux qui les utiliseraient. Ainsi, chaque fois qu'un collectionneur admire un revolver Smith & Wesson d'époque, chaque fois qu'un tireur ressent la fluidité du mécanisme en action, c'est un peu de l'esprit méthodique de Horace Smith qui se manifeste. Un génie discret, un ingénieur pragmatique et un homme qui, en perfectionnant les armes à feu, a peut-être évité bien des catastrophes dues au dysfonctionnement de modèles moins fiables. L'histoire de l'armement est jalonnée de grands bouleversements techniques. Chaque époque a connu ses visionnaires, ses esprits insatiables qui ne se contentaient pas des outils du moment et qui, d'un coup de lime ou d'une bonne dose d'obstination, redessinaient les champs de bataille et les duels au soleil couchant. Horace Smith fut l'un d'eux. Il ne rêvait pas seulement d'armes plus puissantes, mais surtout d'armes plus efficaces, plus sûres et plus accessibles. Daniel B. Wesson, l'artisan perfectionniste. Si l'Amérique du XIXe siècle a vu émerger de nombreux inventeurs, peu ont incarné avec autant de rigueur l'alliance du travail acharné et du génie mécanique que Daniel Bird Wesson. À l'image de ces horlogers suisses qui refusent l'approximation ou de ces luthiers qui polissent une guitare comme s'ils caressaient un Stradivarius, Wesson était un homme de précision. Un perfectionniste, diront certains, un obsédé du détail, ajouteront d'autres. Une chose est sûre, sans lui, Smith & Wesson ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui, mais avant de façonner une légende de l'armement, il fallait d'abord forger l'homme. Daniel Bird Wesson vit le jour le 18 mai 1825 dans la petite ville de Worcester, Massachusetts. À cette époque, les États-Unis étaient encore un jeune pays en construction où les opportunités poussaient aussi vite que les champs de blé, mais où la réussite restait l'apanage de ceux qui savaient manier aussi bien leurs outils que leur ambition. Issu d'une famille modeste, Daniel grandit dans un environnement où l'on ne distribuait ni fortune ni passe-droit, mais où le travail bien fait était une vertu cardinale. Son père, un artisan armurier, lui inculqua très tôt le respect du métal, de la mécanique et de cette quête absolue de la fiabilité. Chez les Wesson, père et fils, on ne cherchait pas l'ostentation, mais l'excellence. Ce n'était pas une maison où l'on parlait haut et fort, mais où l'on agissait avec minutie. Le jeune Daniel développa donc un goût précoce pour la fabrication et la précision. Alors que d'autres enfants s'essayaient aux jeux de plein air et aux pitreries, lui préférait démonter et remonter des mécanismes, scrutant chaque pièce comme un bijoutier examine un diamant brut. Il ne voulait pas seulement comprendre le fonctionnement des armes, il voulait les améliorer. À l'âge de 16 ans, Daniel quitta le foyer familial pour travailler comme apprenti chez son frère Edwin qui fabriquait des armes à Northborough, Massachusetts. Là, il fit ses premières armes dans la mécanique de précision. Si certains jeunes de son âge rêvaient de filles, d'aventures et de gloire, lui rêvait de ressorts mieux ajustés et de canons sans le moindre défaut. Durant ces années d'apprentissage, il assimila une leçon essentielle. Une arme n'est pas qu'un outil, c'est une promesse de fiabilité, de sécurité, d'efficacité et de vie.
Une arme qui s'enraye ou qui rate son coup, ce n'est pas seulement un problème technique, c'est une question de vie ou de mort. Cette obsession du détail allait bientôt devenir sa signature. Contrairement à d'autres inventeurs de l'époque qui cherchaient à produire en masse sans trop s'embarrasser de finition, Wesson refusait les compromis. Si un revolver devait être fabriqué, il devait être parfait. Il faut dire que le Massachusetts était alors un terreau fertile pour les esprits novateurs. C'était un état où la mécanique, l'industrie et la science progressaient à une vitesse vertigineuse. À l'instar d'autres illustres figures comme Samuel Colt, qui perfectionnait déjà ses premiers revolvers, Wesson évoluait dans un environnement où la précision était reine et où chaque nouvel outil se devait d'être plus efficace que le précédent. Dans cette Amérique en pleine mutation industrielle, il n'y avait pas de place pour l'amateurisme. On ne parlait pas encore de qualité premium ou de design ergonomique, mais le principe était le même. Une innovation devait être fiable, performante et capable de résister à l'épreuve du temps. Wesson comprit donc très vite que son avenir ne résidait pas dans la simple reproduction d'armes existantes, mais dans leur amélioration. Il ne s'agissait pas seulement de produire des pistolets, mais de créer les meilleurs pistolets du marché. À la différence de son futur partenaire, Horace Smith, qui était avant tout un ingénieur pragmatique, Daniel Wesson était un artisan dans l'âme. Là où Smith voyait des mécanismes, lui voyait des pièces qui devaient s'imbriquer avec une précision chirurgicale et être belles. Il pouvait passer des heures à ajuster une queue de détente, à polir un barillet, à vérifier que chaque composant était parfaitement aligné. Ce souci du détail allait devenir l'une des pierres angulaires de l'entreprise Smith & Wesson. Lorsque les deux hommes s'associeront plus tard, ce sera un mariage idéal. Smith apportera son esprit logique et son sens de l'innovation, tandis que Wesson veillera à ce que chaque arme produite réponde aux plus hauts standards de qualité. À peine sorti de son apprentissage chez son frère Edwin, il travailla chez Allen & Farber, un fabricant de pistolets à percussion basé à Worcester. C'était une entreprise florissante, connue pour ses armes élégantes mais capricieuses, et pour un patron qui, dit-on, tolérait aussi mal les erreurs que la poudre humide. Wesson y apprit beaucoup l'art de l'usinage, l'obsession du détail, mais aussi ce qu'il ne fallait pas faire. Il comprit que produire en masse, au détriment de la qualité, menait à des armes qui s'enrayaient au pire moment et qui finissaient par ternir la réputation de ceux qui les fabriquaient. Il ne voulait pas simplement construire des armes, il voulait construire les meilleures armes. C'est cette même rigueur qui l'amena à s'associer à Frank Wesson, un cousin partageant son goût pour l'innovation. Ensemble, ils créèrent leur propre entreprise spécialisée dans des fusils à un coup réputés pour leur simplicité et leur robustesse. Mais Daniel, l'éternel insatisfait, savait que le véritable défi était ailleurs. Une arme fiable, oui, mais une arme pratique aussi. Il voulait améliorer le quotidien des tireurs, réduire les risques, éviter que l'utilisateur ne se retrouve en mauvaise posture à cause d'un défaut de fabrication ou d'une cartouche mal pensée. C'est dans cette logique qu'il se tourna vers une idée encore marginale à l'époque, l'utilisation de la cartouche métallique, une innovation qui allait révolutionner l'armement. Son obsession pour la sécurité devint une signature. Alors que d'autres fabricants se contentaient d'améliorer la puissance de tir ou la cadence, lui se focalisait sur les détails invisibles mais cruciaux. Comment éviter les tirs accidentels, comment renforcer les mécanismes internes pour prévenir l'usure prématurée, comment assurer qu'un revolver, même après des années d'usage, réponde avec la même précision qu'au premier jour. Il ne cherchait pas la révolution spectaculaire, il peaufinait, améliorait, perfectionnait sans relâche. Ce n'était pas un ingénieur en quête de gloire, c'était un horloger armurier, un homme qui considérait qu'un millimètre mal ajusté était une trahison à son métier. Lorsque vint le moment de collaborer avec Horace Smith, Wesson trouva en lui un partenaire idéal.
Smith est toujours tourné vers l'innovation et les concepts audacieux apportaient l'élan créatif, tandis que Wesson veillait à ce que chaque prototype soit éprouvé, testé, corrigé, jusqu'à atteindre un niveau de perfection qui ne laissait place à aucun doute. Cette complémentarité fut le socle de leur entreprise commune et donna naissance à des armes qui, au-delà de leur modernité, étaient avant tout des modèles de fiabilité. L'avenir allait donner raison à cette obsession du détail lorsqu'un revolver Smith & Wesson se retrouva entre les mains des officiers américains ou des pionniers de l'Ouest. Il n'était pas seulement une arme, il était une garantie, celle de fonctionner toujours sans faillir, quelles que soient les conditions. La rencontre de deux esprits visionnaires. Si l'histoire de l'armement était une épopée, la rencontre entre Horace Smith et Daniel Wesson serait l'un des chapitres les plus décisifs, une de ces scènes où le destin, lassé de laisser les choses au hasard, décide de forcer un peu les événements. Nous sommes au début des années 1850, une période où les États-Unis s'étendent, s'industrialisent et se dotent d'un arsenal à la hauteur de leurs ambitions. La guerre de sécession est encore un spectre lointain, mais les tensions grondent et, avec elles, le besoin d'armes plus fiables, plus rapides, plus performantes. Le fusil à poudre noire et à chargement par la bouche, vestige d'un autre âge, commence à montrer ses limites. L'Amérique cherche du neuf. Smith et Wesson vont le lui offrir. D'un côté, Horace Smith, 40 ans, un ingénieur pragmatique, rompu aux subtilités de l'usinage et toujours à l'affût de la prochaine grande innovation. De l'autre côté, Daniel Wesson, 25 ans, un perfectionniste presque obsessionnel, capable de passer des nuits entières à ajuster un mécanisme pour qu'il fonctionne avec une fluidité irréprochable. Là où Smith voit des opportunités, Wesson voit des détails. Là où Smith rêve de mécanismes révolutionnaires, Wesson s'assure qu'ils fonctionneront sans faille. Leur rencontre ne relève pas de l'accident, mais bien d'un alignement d'intérêts et d'idées. Tous deux partageaient la même conviction: le monde des armes à feu est à l'aube d'une transformation radicale et ils comptent bien y jouer un rôle. Ce qui les réunit avant tout, c'est une idée audacieuse: remplacer le bon vieux chargement par la bouche par un système plus rapide, plus efficace, plus sûr. C'est là que naît leur premier projet commun, une arme à répétition utilisant des cartouches métalliques auto-inflammables. Là, ensemble, ils fondèrent la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise ambitieuse dont le nom évoque autant la puissance que la rapidité d'exécution. Ils se lancèrent dans la conception d'un pistolet et d'une carabine à répétition dotée d'un mécanisme à levier. L'idée était brillante, en avance sur son temps, mais connut un démarrage difficile. Les munitions, encore trop faibles, ne permettaient pas à l'arme d'exploiter tout son potentiel. L'innovation était là, mais la technologie ne suivait pas encore. Mais si Volcanic ne sera pas leur plus grand succès, elle leur apportera une leçon cruciale: l'importance d'unir leurs forces. L'un sans l'autre, ils ne seraient que deux inventeurs de plus, noyés dans un siècle où les visionnaires se comptent par dizaines. Lorsque Volcanic sera racheté par un certain Oliver Winchester, Smith et Wesson se prendront les chemins séparés. Mais pas pour longtemps. Conscient que leur association était la clé de quelque chose de bien plus grand, Daniel Wesson reviendra vers Horace Smith quelques années plus tard avec une nouvelle ambition: concevoir un revolver utilisant une cartouche métallique fiable inspirée du brevet de Rollin White qui permettait le chargement par barillet perforé. Cette fois, ils tenaient peut-être leur révolution. En 1856, fort de cette ambition, ils fondent Smith & Wesson, une entreprise dont le simple nom deviendra bientôt synonyme d'innovation, de précision et d'efficacité. Leur premier modèle, le Model 1, marquera plus tard un tournant dans l'histoire de l'armement.
Il ne s'agissait pas d'un concept fragile et capricieux comme la Volcanic, mais d'une arme aboutie, fiable, qui répondait à un besoin urgent, celui de disposer d'un revolver capable de tirer plusieurs coups sans rechargement laborieux. L'idée était audacieuse, presque visionnaire. Malheureusement, comme toute innovation un peu trop en avance sur son temps, elle se heurta à quelques obstacles techniques. Le principal problème, la munition. La cartouche utilisée par la Volcanic était sous-alimentée, manquant de puissance et de fiabilité. Les balles trop légères peinaient à offrir la performance attendue. Ça n'avait pas été un échec total, loin de là, mais pas non plus le triomphe espéré. Malgré leur enthousiasme et leur complémentarité, Smith et Wesson se retrouvèrent face à une dure réalité. Une bonne idée ne suffit pas toujours à conquérir le marché. Les investisseurs, eux, n'avaient pas la patience d'attendre que les problèmes techniques soient résolus. C'est ainsi qu'un certain Oliver Winchester, l'homme d'affaires au flair acéré, racheta l'entreprise et développa sur les bases posées par Smith et Wesson ce qu'allait devenir plus tard la célèbre carabine Winchester. Un coup dur, pas vraiment. Car si leur première tentative avait connu un succès mitigé, elle leur avait appris l'essentiel, ils travaillaient mieux ensemble que séparément. Au lieu de s'obstiner sur un projet qui n'avait pas encore trouvé sa maturité, Smith et Wesson firent ce que les bons entrepreneurs savent faire. Ils repartirent de zéro, mais avec une meilleure compréhension de ce qui fonctionnait et surtout de ce qui ne fonctionnait pas. Ils savaient désormais que le futur ne résidait pas seulement dans l'amélioration des mécanismes de tir, mais aussi dans l'innovation des munitions. Ils avaient vu le potentiel des cartouches métalliques et ils allaient la perfectionner. Ainsi, si la Volcanic Repeating Arms Company fut une entreprise éphémère, elle fut aussi un laboratoire d'idées, une première ébauche qui permit à Smith et Wesson de retrouver leur véritable voie. Ils avaient échoué certes, mais ils avaient surtout appris, et c'est cette leçon qui allait leur permettre, quelques années plus tard, de devenir l'un des noms les plus emblématiques de l'industrie de l'armement. Fin de la première partie. Écriture, voix, montage et réalisation, Bodeco. Consultant technique, Jean-Michel Piton. Musique, Omori Blues Concept. Rendez-vous dans une semaine pour la deuxième partie de votre podcast sur les grands noms de l'armement, Smith et Wesson du plomb et des idées, l'âge des grandes inventions. Merci pour votre attention.